Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie pour les concours d'assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Mais la base de cette méthodologie est la même pour tous les concours de la fonction publique. Donc déjà, pour préparer le concours de la fonction publique, que ce soit assistant de conservation du patrimoine ou bien assistant administratif. Pour les concours de la fonction publique, je vous conseille, c'est de prendre ces annales pour la fonction publique. Donc celui-ci, c'est pour la catégorie B, assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques, aux éditions Ellipse. C'est un livre qui va vous aider à préparer votre concours. Donc si on regarde un petit peu, table des matières, donc on a d'abord les informations générales, avec ce qu'on attend de vous lors du concours, les connaissances à avoir, l'épreuve de notes, donc ça c'est la méthodologie que je vous expliquerai juste après. Je vais vous expliquer deux méthodologies, hein, une générale et une pour la note, parce que je sais que la note peut faire un peu peur lors du concours. Et puis l'autre partie, il faut tout de même. Après, il y a une grande partie avec les épreuves d'entretien, les épreuves facultatives, épreuves du questionnaire. Donc tout est expliqué là-dedans, avec des exemples d'examen, avec les questions. Et l'avantage avec ces livres-là, c'est que tout est bien expliqué et on a une ligne directrice sur ce qu'on attend vraiment de nous. Donc nous allons voir ça à l'instant. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais essentiellement me concentrer sur le concours pour les bibliothèques, mais l'approche reste la même pour d'autres concours de la fonction publique. Donc on nous dit d'abord de travailler les questions culturelles. Oui, donc il est indispensable de maîtriser les connaissances, donc tout ce qui est connaissances générales du poste que vous visez, les définitions, avoir une certaine approche des réflexions, donc c'est-à-dire savoir réfléchir sur différentes situations. Il faut pas juste avoir des connaissances et ne pas savoir les appliquer en fait. Voilà ce que ça signifie. Connaître les questions d'actualité, à la culture générale et à la spécialité choisie en particulier. Donc oui, donc c'est se tenir un peu informé de ce qui se passe autour de nous, que ce soit pour agent administratif en mairie, que ce soit pour dans les bibliothèques, que ce soit pour un musée ou peu importe le poste que vous visez, il faut que vous sachiez ce qui se passe. Pas uniquement pas uniquement au niveau événementiel, mais aussi au niveau des lois, ce qui se passe au niveau des lois, ce qui se passe au niveau des décrets, tout ça. Donc les thèmes suggérés pour élaborer des fiches de révision. Oui, en fait, il faut savoir les ministères, les directions, les politiques culturelles, démocratisation culturelle, donc tout ce qui est définition, objectif, tout ce qui est mis en œuvre, les évaluations. Politique culturelle des collectivités territoriales, ça c'est important. Donc les compétences obligatoires, facultatives, tendances actuelles, éducation artistique, etc. Donc ouais, tout ce qui est collectivité territoriale, comme vous postulez pour, vous cherchez à postuler pour un métier de la fonction publique, il est important de savoir tout ce qui tourne autour des collectivités territoriales. Donc tout ce qui est mairie, tout ce qui est agglomération, la région, les départements et tout ça. Organisation des fiches plutôt brèves. Donc oui, il vaut mieux être le plus concis possible pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc le mieux c'est d'avoir les définitions, quelques repères historiques, les principales actualités des débats. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Évolution éventuelle en cours ou à venir. L'implication sur les politiques publiques territoriales, traduction locale possible. Bon.
Ça, c'est ce que je vous disais avant, donc tout ce qui est politique publique territoriale. C'est un petit peu répétitif, mais bon. Donc, elles devront aussi porter sur la spécialité choisie. Donc, oui, ça c'est par rapport au concours assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, parce qu'on peut choisir de travailler soit dans une bibliothèque, on peut choisir de travailler au niveau des archives, on peut choisir de travailler dans un musée, et puis dans d'autres pôles. Alors, les ressources en ligne, donc il y a le portail du ministère de la Culture, donc http://culturecommunication.gouv.fr. Il y a la lettre d'information documentaire sur la culture qui se trouve sur www.wikiterritorial.cnfpt.fr. Donc là, ce sont des ressources qui peuvent être très utiles si vous voulez vous documenter par rapport à votre au poste que vous visez. Alors, l'environnement public territorial. Ce qu'il est indispensable de savoir. Donc là, j'ai bien noté en grand, ce sont des bases à connaître pour poursuivre l'apprentissage. Alors, ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est que sont les collectivités territoriales, comment elles s'intègrent dans l'organisation administrative et politique de la France, quels sont leurs choix d'action, leurs marges de manœuvre vis-à-vis de l'État, de l'Europe. Quelles sont les préoccupations actuelles, les évolutions institutionnelles les traversant. Alors, attention, l'actualité des collectivités territoriales est particulièrement riche en ce moment, avec l'acte 3 de la décentralisation, composé des 3 lois entre 2014 et 2015 comportant des changements à maîtriser. Une mise à jour récente de certains titres est donc à prévoir. Donc, c'est ça qu'il faut se renseigner régulièrement, c'est parce que les choses évoluent. Donc, forcément, ce qui était OK avant ne l'est peut-être pas forcément maintenant et ne sera peut-être plus tard, et inversement. Ça, c'était pour la méthodologie générale. Maintenant, nous allons voir, c'est la méthodologie pour la note de service. Je sais que c'est une étape qui fait un peu peur à ceux qui n'ont jamais écrit de note de service ou qui l'ont vu brièvement. Donc, je pensais que c'était intéressant de voir ça pour la préparation du concours, parce que c'est très facile de se disperser et de perdre du temps inutilement, alors que lors des concours, le temps nous est compté. Donc, on va voir ça. Et ensuite, avec les annales que vous achèterez, après, ce sera à vous de vous entraîner en fonction de la méthodologie. Alors, pour la note de service, il va falloir partager notre travail en 2 phases. Alors, il y a la première phase qui est la phase de démontage du dossier, qui prend 1h30. Donc, en première étape, il y a l'analyse de la commande, qui nous prend 5 minutes. Deuxième étape, survol du dossier, classement thématique, qui nous prend 15 minutes. Et l'étape 3, c'est la prise de notes, qui va durer à peu près 1h, 1h10. C'est approximatif, hein. Après c'est en fonction de votre rythme de travail. La deuxième phase, c'est le montage de la note, donc qui dure à peu près 1h30 aussi. Donc en première étape, on aura l'élaboration du plan en 15 minutes. L'étape 2, la rédaction en 1h10 et 5 minutes de relecture. À faire absolument. Ne surtout pas négliger la relecture. Alors, première phase, démontage du dossier. Alors, sur les premières pages du dossier figure la commande, donc le sujet d'examen, avec ce qui est attendu, le destinataire de la note, les éléments du contexte. Donc ça, c'est bien à souligner. Hop, attention. Parce que si vous faites ce qui est attendu, que vous avez quelques éléments de contexte, mais que vous vous trompez de destinataire, vous allez perdre beaucoup de points.
Vous avez ensuite une liste des documents du dossier. Donc ça, c'est quand il vous donne le sujet. Numérotés par ordre croissant et d'origine diverse. Donc pour chaque document, vous allez avoir un titre, la source, l'auteur, la date et parfois le nombre de pages. Ensuite, quelques consignes organisationnelles en lien avec les règles d'anonymat. Ça, c'est le contexte normal d'un examen. Vous avez 5 minutes à peu près pour analyser la commande. Alors, les thèmes possibles du sujet, donc ils sont en lien avec les collectivités territoriales. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien se documenter par rapport aux collectivités territoriales. Ça va faire la différence entre collège, non pas collège, municipalité, département, région, l'État. Faut l'agglomération aussi. Faut vraiment savoir faire la différence par rapport à ça, parce que si vous vous adressez à la région alors que vous devez vous adresser à un département, par exemple, où c'est hors sujet. Donc souvent en relation avec l'actualité, donc ça c'est ce que je vous disais, hein, les débats de la profession dans chacune des spécialités. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut, enfin, en particulier pour l'assistante de conservation du patrimoine, c'est qu'on peut demander, on peut choisir une spécialité archive, bibliothèque, documentation, musée. Ah oui, j'avais noté également la note pour l'assistant de conservation principale, de deuxième ou première classe peuvent avoir un niveau de difficulté plus élevé que celle du concours d'accès au premier grade. Donc, en fait, l'assistant de conservation, il y a trois niveaux, et plus le niveau est élevé, et forcément, plus la difficulté est élevée. Donc, à vous de faire attention à bien choisir votre concours. La commande. Donc, il faut comprendre ce qui est demandé en peu de temps. C'est une étape fondamentale pour éviter le hors-sujet. Alors, nota bene. Alors, pour une bonne analyse de la commande, il est conseillé d'établir une fiche référence sur une feuille vierge, sur laquelle les informations suivantes seront précisées. Donc, ouais, en quelques minutes, il faut que vous notiez le destinataire de la note. Est-ce que c'est un élu? Est-ce que c'est un chargé de savoir de quel secteur il est chargé, évidemment. La hiérarchie, il faut savoir à qui on s'adresse. Que me demande-t-on? Donc il faut reformuler la commande. Il ne faut pas se contenter de recopier le sujet bêtement. Il faut reformuler la demande pour que l'examinateur sache que vous avez bel et bien compris ce qu'on vous a demandé. Et savoir aussi, est-ce qu'il y a des éléments de contexte, donc dans quel type de collectivité. Donc c'est ce que je vous disais, si c'est la région, le département, ça peut être une commune, une intercommunalité, etc. Ensuite, le survol du dossier et classement. Vous avez 15 minutes pour prendre connaissance de votre dossier. Il est constitué d'un nombre variable de documents, au plus une dizaine, et le nombre de pages oscille entre 20 et 15 pages. Donc pour le survol, donc il faut prendre rapidement connaissance du sommaire de la liste des documents, souvent en première page. Oui, parce qu'en fait, en lisant le sommaire, vous allez avoir une idée globale du sujet. Donc, balayer chaque document du regard. Important de lire les aspérités de chaque texte. Tout ce qui dépasse sur le plan visuel, donc tout ce qui est titre, sous-titre, encadré, phrases en gras, etc. C'est un peu ce qui va vous donner les principales informations du document. En fait, ça va sûrement être expliqué par la suite, mais pour survoler le document, vous n'avez pas besoin de lire l'intégralité des documents. Donc là, ils disent les aspérités, mais en fait, moi, ce que j'appelle ça le paratexte. Donc tout ce qui est titre, sous-titre, les encadrés, tout ce qui est la date, l'auteur, savoir si c'est un journal ou un décret, tout ça, ça fait partie du paratexte. Les encadrés, les phases en gras aussi, pour vous donner vraiment une idée du contexte du texte. Que faire s'il n'y a aucune aspérité excepté le titre?
Dans ce cas, il faut utiliser la méthode des extrémités en lisant l'introduction et la conclusion du texte. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin de lire l'intégralité des documents. La conclusion et l'introduction peuvent parfois suffire. S'il s'agit d'extraits juridiques, lisez les 3 premiers articles pour vous donner une idée. C'est pas la peine de lire les 20 articles si les 3 premiers vous donnent un aperçu du document. On peut noter sur une feuille ou sur les documents quelques mots récapitulatifs de chaque document. Donc oui, vous pouvez noter si c'est une loi, si c'est une critique, si c'est une explication, si c'est une interview ou quelque chose comme ça. C'est vrai que noter quel type de document c'est sur la feuille peut vous aider à trier vos documents. Ne pas commencer la lecture des articles tout de suite car c'est l'étape suivante. Là, effectivement, là, c'est le survol du document. On n'est pas encore en phase de lecture. Je rappelle que vous n'avez que 15 minutes pour survoler votre dossier. Avec ce premier travail de repérage, on a une vision précise du dossier. Et ensuite, on passe à l'étape du classement. Donc c'est pour ça que le survol, c'est vraiment pas une étape à négliger. Faut pas foncer tête baissée et lire tout de suite les documents. Il faut vraiment survoler d'abord. L'ordre dans lequel apparaissent les documents est aléatoire. Il va donc falloir classer les documents par ordre d'importance, donc le fameux tri. Cette mini-étape permettra d'avoir l'ordre de lecture le plus logique possible et gagner en efficacité. On peut les classer par chronologie, par nature, par simplicité, à classer au début, surtout quand on ne connaît pas le sujet, complexité, courant de spécialisation. Par contre, attention à ne pas se laisser happer, parce que ça peut être chronophage, et comme on n'a pas beaucoup de temps pour survoler. Regrouper les textes traitant d'un même aspect. Ça, c'est important. Attention, il peut arriver, mais pas très fréquent, qu'il y ait un document pivot, c'est-à-dire qui semble répondre au sujet à lui seul. Si vous en avez un à classer en numéro 1, toutefois ne pas perdre trop de temps à chercher ce type de document. En fait, c'est quand vous allez survoler, si jamais ça vous saute aux yeux, vous le classez en priorité. Mais faut pas se dire ah il va y avoir un document pivot, je vais chercher après et puis voilà parce que c'est là que vous allez perdre du temps. En revanche, les documents secondaires trop vagues sont en fin de classement, voire à éliminer. À noter également qu'il est impossible de tout lire et que ce n'est d'ailleurs pas utile pour ce type de travail. Se fier à son intuition pour le classement. Avec ce travail, on a les grandes lignes du dossier et une organisation des textes. La première partie du travail représente environ 20 minutes. Donc 15-20 minutes, oui, ça dépend de votre rythme de travail. Pour ça qu'il ne faut pas non plus stresser parce que hop, top chrono, faut faire ça. Non. C'est d'ailleurs en stressant que vous allez perdre du temps. Donc soufflez un bon coup et survolez vos documents. Ensuite, l'étape suivante, c'est la lecture et la prise de notes. Donc 1h10. Donc là, vous avez organisé vos documents de façon logique. Après analyse du sujet et avant la prise de notes, se demander quels sont les aspects dominants. Donc, de quoi est-il question? Quelles grandes lignes apparaissent? Cette méthode permet d'organiser les notes de manière à ce qu'elles aient du sens tout en étant structurées. Elle permet aussi de gagner du temps, donc il faut se limiter à 3 ou 4 thématiques, pas plus. Donc, la technique de prise de notes, donc qu'est-ce qu'on note sur le document finalement? Donc il faut annoter de façon légère et de préférence en crayon à papier. Le surligneur est contre-productif. Le but c'est de repérer visuellement les infos essentielles. Mais parce que en fait, le problème du surligneur, c'est vrai que ça peut taper à l'œil tout de suite. Mais le problème, c'est que si vous surlignez finalement des éléments qui ne sont pas importants, vous allez vous retrouver avec un fouillis et vous n'allez plus vous y retrouver. Alors la prise de notes doit se faire de façon abrégée ou par mots-clés sur des feuilles de brouillon. On peut reformuler pour éviter de paraphraser. C'est ce qui est d'ailleurs très conseillé. Attention à ne noter que sur le recto pour obtenir une vue d'ensemble, parce que si vous passez votre temps à ne faire que ça, tourner vos pages,
vous allez non seulement vous y perdre, mais en plus vous allez perdre du temps inutilement. Attention à ne pas prendre trop de notes. 3 à 4 pages maximum, ce sera suffisant pour votre travail. Les modes de lecture. Certains documents sont à lire entièrement, mais c'est rare, et d'autres partiellement avec une méthode d'écrémage. Donc ne lire que le début de chaque paragraphe pour comprendre l'idée, puis passer au suivant. Pour les extraits juridiques, donc les lois, les décrets, repérez les mots-clés des articles, en cherchant surtout dans les premiers articles. Certains documents ne sont pas à lire car les informations sont redondantes ou accessoires. Il faut oser prendre le risque de ne pas tout lire pour garder du temps. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau de la lecture des documents, c'est que vous n'avez pas besoin d'absolument toutes les informations pour faire une bonne note. Le principe de la note, c'est de regrouper les éléments principaux pour répondre à la commande. Ce n'est pas de faire une synthèse de tous les documents. Alors, phase 2, montage de la note, 1h30. Dans cette phrase, il est conseillé de ne plus utiliser le dossier, mais uniquement les notes. Sinon, on risque de perdre inutilement du temps. Donc, en fait, ce qui fait perdre énormément de temps, c'est le temps que vous passez à douter de vous. C'est pour ça qu'il faut pas se prendre la tête. Vous avez votre commande, vous essayez de la garder bien en tête. Et toutes les informations qui sont en lien avec la commande, ah bah tiens, il m'a demandé ça répond à tel aspect de la question. Vous avez la réponse, vous la notez dans votre note, et tout ce qui est à côté, vous n'en avez pas besoin. Donc, élaboration du plan qui prend 15 minutes, à peu près. C'est toujours de l'à peu près, hein, c'est en fonction de votre rythme de travail. Donc, la structuration. Le plan doit traduire une logique de pensée destinée à présenter une note cohérente correspondant aux besoins du destinataire. On peut reprendre notre fiche référence faite à l'étape précédente. Pour écrire le plan, il faut savoir prendre du recul avec le dossier. On utilise nos notes en prenant soin de bien répondre à la commande. On regroupe donc les informations essentielles et on les ordonne de façon logique pour dégager des sous-ensembles ce qui permettra d'obtenir une construction globale. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais avant. Ce qu'il faut absolument éviter. Donc, une copie rédigée d'une traite sans structuration. Effectivement, si vous nous sortez un pavé qui n'a aucune structure, que ça fait brouillon, qu'on a du mal à se repérer et que au final on se demande si la personne a bien compris ce qu'on lui a demandé, même si vous avez quelques bonnes réponses, ça peut vous faire perdre des points. C'est pas forcément éliminatoire, mais c'est quand même mieux de structurer comme j'ai structuré mes notes là, avec des titres qui sont bien mis en avant. Pensez à mettre des espaces pour bien structurer. Il faut que ce soit bien visible, parce que comme l'examinateur va sûrement, comment dire, l'examinateur, il n'a pas que vous à corriger. Donc, s'il voit déjà une présentation qui est claire, ça vous apporte des points. Alors, ce qui est recommandé, donc plan détaillé au brouillon, donc chaque sous-partie en style télégraphique, principales idées développées. Donc, c'est un peu ce que je vous disais là. Hein. Ce qui est recommandé, donc un plan détaillé au brouillon avec chaque sous-partie bien visible, qui permettent de vérifier la validité du plan et de veiller à l'équilibre des sous-parties. Il est préférable de privilégier un plan en 2 parties et 2 sous-parties. Un plan en 3 parties est possible, mais ne surtout pas aller au-delà. Sinon, vous risquez de vous éparpiller, et puis l'examinateur, il va se demander pourquoi est-ce que vous vous éparpillez autant, alors que la question ne demande pas plus que ça, en fait. Alors, exemple de plan. Donc, vous pouvez mettre en grand 1 les objectifs, critiques, limites.
En grand 2, les dispositifs, difficultés, ou alors les améliorations, les perspectives. Et en grand 3, le contenu, l'application, les conséquences. Ça peut être un exemple de plan. La matérialisation du plan. Donc, il est obligatoire pour toutes les notes. C'est-à-dire qu'il faut titrer les parties et les sous-parties. C'est un peu ce que je vous disais avant. Les titres doivent être clairs et doivent dynamiser la note. Le destinataire doit savoir rien qu'avec le plan de quoi on va parler. Ils doivent donc être simples, qualifiants et pas trop longs. Donc là, je vous ai fait un autre exemple. Par exemple, grand 1, une prise en compte croissante mais insuffisante des personnes handicapées en termes d'offres culturelles. En grand A, un cadre porteur d'avancées. En grand B, des questionnements encore nombreux sur la capacité des équipements culturels à accueillir les personnes handicapées. En grand 2, nous pourrions voir des perspectives d'universalité par le prisme de la médiation. En grand A, une démarche globale d'accès à des publics. En grand B, l'importance d'une médiation et d'un partage entre professionnels. Donc la médiation, c'est le fait de rendre accessible la culture à certains publics. Donc ça peut être un public jeune, là en l'occurrence le public des personnes handicapées. Voilà. Ça, ce sont les deux exemples que je vous ai donnés là, ce sont des exemples qu'il y avait dans ce livre-là. Donc toute la méthodologie que je vous présente là, c'est parce que là je l'avais recopié pour moi me faire une fiche, mais c'est une méthodologie que vous retrouvez dans la première partie de ce livre. Bon là c'est conservation du patrimoine et des bibliothèques, mais assistant administratif de la fonction publique, il y a la même chose. Donc, hop, on poursuit. La rédaction. Seule l'introduction peut être rédigée au brouillon, du fait de son importance. Pour le reste, on se contente des notes. Oui, donc vous n'aurez pas le temps de rédiger tout au brouillon. Là, on nous recommande de rédiger l'introduction parce qu'elle est très importante, parce que c'est ce qui va donner envie à l'examinateur de poursuivre la lecture de votre note. Mais toutes les autres parties de la note, il est évident que vous n'aurez absolument pas le temps de tout rédiger au brouillon avant. C'est d'ailleurs pour ça que la phase de relecture, les 5 minutes de relecture sont essentielles, parce que comme vous allez tout noter en one shot, donc du premier coup pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, pour les autres parties de la note, il faut absolument relire, parce que si jamais vous faites des erreurs, qu'il y a besoin de corriger une faute, ou qu'il y a un oubli de mots, c'est quand même dommage de perdre des points pour ça. Alors, la longueur attendue de la note est d'environ 5 pages. Le résultat variant selon les écritures. Donc, si votre note ne fait qu'une page, ben, il y a peut-être de fortes chances que vous n'ayez répondu qu'à un quart de la question. Par contre, si vous faites un roman de 10 pages, là, vous vous éparpillez un petit peu trop. Alors, l'introduction, réalisée après l'élaboration du plan, puisqu'elle insère l'annonce du plan. Donc, votre introduction doit comporter une phrase d'accroche, d'attaque issue du dossier, une présentation du sujet, donc du thème, des questions ou les enjeux éventuels, des mises en perspective parfois possibles émanant du dossier. Donc les deux premiers éléments, comme vous avez pu constater, ça sort du dossier, c'est pas quelque chose que vous allez noter comme ça. S'il y a une phrase qui vous a interpellé dans le dossier, notez-la dans votre fiche de référence. Ensuite, on annonce le plan, donc c'est-à-dire
celle des deux parties principales. Oui, donc les deux, comme là, l'annonce du plan, ça va être le grand 1 que vous voyez là, le grand 2 que vous voyez là. Le grand A, grand B, il n'y en a pas besoin. Donc, soit vous le faites sous forme traditionnelle, donc dans une première partie, nous allons voir, puis dans une seconde partie, nous traiterons, ou soit en rédigeant une ou deux phrases à l'intérieur dans lesquelles les deux parties seront ainsi incluses. Donc, attention à bien respecter son plan lors de la rédaction. Changer de plan en cours de route est à éviter vivement. Encore une fois, c'est pour éviter les pertes de temps et surtout pour éviter les hors-sujets. Si vous présentez un premier plan, mais que au final vous vous dites ah ben non, finalement j'ai envie de faire autrement, vous allez vous retrouver avec des incohérences qui vont vous mettre hors sujet et là vous allez vraiment rater l'épreuve. Pas parce que vous n'auriez pas donné les bonnes réponses, mais parce que une note, ça doit être structuré, ça doit être cohérent surtout, et ça doit surtout répondre à la commande. Donc si au début vous répondiez à la commande, mais que parce que vous avez envie de changer de plan, vous vous emmêlez les pinceaux et qu'ensuite ben, vous ne répondez plus exactement à la commande, ben, c'est là que vous allez faire un hors-sujet. C'est quelque chose qui serait franchement dommage. Donc faites-vous confiance. Comme on dit souvent, la première idée est souvent la bonne. Donc suivez votre instinct. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez fait votre travail d'analyse de la commande, votre travail de survol de dossier, en faisant attention à bien comment à bien regarder comment ils ont appelé ça. Moi j'appelle ça le paratexte, mais à bien analyser les aspérités des textes. Normalement, si vous avez bien fait ce travail-là, vous ne devriez pas faire de hors-sujet. Donc faites-vous confiance, faites confiance au travail que vous aurez fait auparavant et tout devrait bien se passer. D'ailleurs, je vais vous dire par rapport à ce que je vous disais précédemment, au niveau de la reformulation de la commande. Oui, donc c'est ça. Donc la commande, reformulation de la commande, utilisez des synonymes. Par exemple, vous avez une commande, je sais pas laquelle, vous voyez un petit peu le sujet le sujet, le verbe bon, de la commande. Essayez de trouver un autre verbe qui vous correspond plus. Essayez de reformuler la commande avec vos propres mots. Pas des mots que vous utilisez que très rarement, que vous ou tiens, j'ai appris tel mot récemment, je vais le ressortir. Non, vous reformulez avec votre propre vocabulaire. C'est la technique qu'on utilisait en philosophie pour la dissertation et c'est une technique qui marche très très bien pour la présentation du sujet pour du sujet de philo, hein, là je parle. Mais là c'est une méthode qu'on peut retranscrire pour le concours. Donc la reformulation, c'est pas reprendre la phrase, changer des mots pour que ça fasse bien. C'est vraiment le reformuler avec votre propre vocabulaire pour qu'on puisse bien savoir que vous avez bien tout compris. Bref, on va poursuivre parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc les développements. Ils sont précédés des titres et des sous-titres. Donc voilà. On peut noter on peut noter une phrase chapeau au début de chaque partie, annonçant les sous-parties. Donc vous pouvez faire votre titre, mettre une petite phrase introductive avant de mettre votre développement. Les développements doivent être équilibrés entre eux, même si la longueur de chacun peut varier légèrement. Donc oui, si vous avez une première partie qui fait une quinzaine de lignes, si la deuxième partie elle ne fait que 4 lignes, et que la troisième partie, vous n'avez qu'un seul sous-titre et puis qui fait tout un roman,
ça va pas. Là, il y a un gros déséquilibre et le déséquilibre d'une note fait transparaître un manque de professionnalisme, même si votre contenu est totalement correct. S'il y a un déséquilibre au niveau de la présentation, on pourrait éventuellement se demander plus tard, est-ce que si son supérieur lui demande de faire une note et qu'elle le présente de cette façon-là, c'est pas très professionnel, vous voyez. Même s'il y a l'aspect communauté, sociale et tout ça, c'est tout de même une entreprise. Et donner une mauvaise image de l'entreprise, c'est clairement pas bon, quoi. Donc veillez vraiment faire attention à la présentation de votre note. De toute façon, des points de présentation, vous allez en avoir. Donc autant que ce soit équilibré, que ce soit clair. Même si votre contenu est correct, bah, si on demande une note de service, ce n'est pas pour rien. Donc vous pouvez très bien faire un sujet très correct, mais faire un hors sujet par rapport au support de communication. Si on vous demande une note de service et que vous faites un mémo, vous êtes totalement hors sujet. C'est pour ça qu'il faut garder une cohérence non seulement au niveau du dossier, mais au niveau de la présentation aussi. C'est vraiment important. Ensuite, la conclusion. Elle n'est pas obligatoire en note. L'intérêt d'en faire une est de montrer que la note est terminée. Donc c'est pas évident pour tous les correcteurs. Je vais vous donner un exemple tout bête qui pourrait arriver, mais auquel on pourrait ne pas penser. Le fait d'avoir une conclusion. Si jamais vous la terminez, je sais pas, vous avez, on demande quoi, 4, 5 pages. Bon, imaginons vous avez une petite écriture et que une copie double vous suffit. Si vous terminez votre note à la 4e page, tout en bas de la 4e page, et que vous ne faites pas de conclusion, le correcteur pourrait se demander s'il n'y a pas une suite. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas égaré la deuxième copie double? Donc c'est pour ça que la conclusion, pour terminer une note, même si elle n'est pas obligatoire, c'est quand même utile de la mettre. La présentation, bah tiens, on en parlait. Alors, elle est un atout pour la clarté, l'articulation de la note. Aérer et structurer la copie, donc prévoir des espaces de respiration entre les titres et les sous-titres. Passage à la ligne entre les paragraphes. Souligner les titres et sous-titres. Une transition entre les deux parties est appréciée. Avec une copie négligée, on perd 0,5 points. Ça paraît peu, 0,5 points, mais si par exemple votre copie elle est approximative, on va dire, je dis pas qu'elle est complètement mauvaise, mais dans la moyenne, si jamais, enfin je ne sais pas combien au minimum il faut, mais par exemple si jamais il faut 10 sur 20 pour réussir la note, et que votre contenu vaut 9,5, si jamais votre présentation elle est bancale, vous perdez 0,5 points, bah vous n'avez pas les 10 points. Et là, vous ratez votre concours. C'est quand même un peu dommage. Même si vous réussissez votre concours avec une moyenne de 10 sur 20, bah c'est toujours votre concours que vous avez remporté. De toute façon, l'employeur, il va pas vous demander votre relevé de notes, savoir combien est-ce que vous avez eu à votre note. L'important, c'est vous êtes lauréat du concours, ça les intéresse, vous êtes prioritaire par rapport à d'autres personnes qui pourraient postuler. La priorité, c'est d'obtenir le minimum de points pour obtenir votre concours. Il faut connaître aussi tout ce que je vous ai dit par rapport aux collectivités territoriales et tout ça. Ça c'est quand même bien d'avoir une culture générale de ce côté-là. Écrire lisiblement. Si vous savez que vous êtes difficile à déchiffrer, il faudra faire un effort. Prévoir un peu plus de temps pour la rédaction dans ce cas. Oui, parce que si vous savez qu'on a du mal à vous relire et tout ça, l'examinateur, il va pas passer son temps à vous déchiffrer. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il a plusieurs copies à corriger. Si jamais il a du mal à vous relire, il va pas se prendre la tête, il va vous mettre 0. Respectez le formalisme de la note.
Ah oui. Donc l'entête de la note comprend des mentions obligatoires. Si le nom de la collectivité ou d'un service est précisé, il faudra le reprendre. On peut indiquer la date et le lieu s'il est mentionné. Il faut également préciser le destinataire, donc qui figure dans la commande. C'est pour ça qu'il faut relever le destinataire et l'objet. Attention à suivre la hiérarchie des textes. On parle d'abord de constitution. La constitution est plus forte que la loi est plus forte que le décret, et le décret est plus fort que l'arrêté. Donc c'est pas obligatoire, mais leur présence produit un effet positif. Ouais, ça, c'est si vous voulez mettre des références. Donc, faut vraiment savoir quel texte est plus fort que l'autre. Ça peut avoir des répercussions sur une décision. Parce que parfois, on pourrait se dire, bah tiens, il y a tel arrêté qui dit ça, oui, mais tel décret dit autre chose, donc l'arrêté, c'est à prendre avec des pincettes. Ça, c'est une chose importante à savoir. Utiliser une syntaxe claire. Il faut respecter la langue française tout en ayant un style simple et efficace. Attention à bien reformuler, éviter le patchwork sans liaison entre les idées. Donc oui, en fait, lorsque vous allez faire votre prise de notes, que vous allez reprendre des idées, il faut éviter de dire bah tiens, telle idée je vais la mettre là, telle idée je vais la mettre là, celle-là je vais la mettre là. Essayez un peu de faire en sorte que vos idées soient liées entre elles. Donc si vous parlez de tel sujet, il faut que le sujet d'après soit cohérent. C'est-à-dire que si jamais par exemple votre première partie est un problème, il est logique qu'on trouve en deuxième partie une solution ou alors une conséquence à ce problème. C'est ça qu'on vous demande de faire pour éviter l'effet patchwork. La présentation de la note, ah bah ça peut être intéressant pour vous. Ça c'est pareil, c'est un document que j'avais fait une photocopie d'une page de ce livre-là. Donc il y a des exemples de documents là-dedans qui peuvent vous inspirer. Donc je vous recommande vraiment si vous voulez préparer votre concours d'acheter ce genre d'annales. Ça peut vraiment être bénéfique, même si vous faites une préparation concours. C'est un livre qui pourra réellement vous aider à préparer votre concours à la maison et pas uniquement en préparation concours. Donc là, une présentation de la note, donc avec la collectivité émettrice de service, la date, note à l'attention du destinataire, l'objet, les références, mais les références sont facultatives. L'introduction avec la phrase d'accroche pour amener le sujet, la présentation du sujet, l'annonce du plan. Ensuite, le développement, donc avec un premier texte, le chapeau introductif, les parties, etc., avec la conclusion. Si ça peut vous aider, je vous le laisse comme ça, si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Et on passe à la suite. Hop. Et d'ailleurs, nous avons bientôt terminé. La relecture, qui vous prendra 5 minutes, à peu près. Si vous avez fini votre note avant, bah, c'est bénéfique pour vous. La rédaction sans brouillon génère des fautes d'inattention et des oublis de mots à corriger. Il est donc fondamental de se relire. C'est ce que je vous disais au début. À ne surtout pas négliger. Les barèmes de correction incluent un retrait d'un point au-delà de 10 fautes d'orthographe et de syntaxe. Donc, vous imaginez, si jamais vous perdez un demi-point par rapport à la présentation de la note et que vous perdez un point à cause des fautes de syntaxe, d'orthographe, vous perdez 1,5 points, ce qui fait que si jamais votre contenu vaut 8 points et demi, vous perdez votre concours à cause de problèmes de syntaxe, d'orthographe et de présentation. Ça serait dommage de louper un concours pour une question de présentation. J'ai souvent entendu dire des camarades de classe dire oui, les points de présentation, c'est chiant, c'est oui, d'accord, ok, c'est chiant.
mais c'est peut-être ce qui vous permettra d'obtenir votre examen. Si vous êtes une personne qui n'est pas trop sûre d'elle, malgré que vous ayez des compétences, que vous avez des connaissances, que ça peut vous aider. La relecture se limite à la correction, à l'ajout d'un mot oublié. Lors de la phase de relecture, vous n'aurez pas le temps de modifier des infos. Cela pourrait de toute manière désorganiser l'ensemble de la note. Selon les barèmes de correction des centres de gestion organisateurs, voici l'essentiel à retenir. Donc là, c'est pareil, je vais vous laisser faire une capture d'écran si jamais vous voulez garder cette note. Donc pareil, ça c'est une note, ce sont des informations que j'ai récupérées du livre pour pouvoir la mettre sur ma fiche. Une note devrait obtenir la moyenne ou plus lorsqu'elle constitue pour son destinataire un moyen d'information et, le cas échéant, d'aide à la décision fiable, valorisant de manière objective les données centrales du sujet. Lorsqu'elle reprend les informations essentielles des documents en les ordonnant autour d'un plan clair, structuré et équilibré. Lorsqu'elle est rédigée dans un style correct, s'appliquant à reformuler et non à recopier les informations. Donc ça, c'est tout ce que vous devez faire pour réussir votre épreuve. Elle ne devrait pas obtenir la moyenne lorsqu'elle expose de manière désordonnée et imprécise quelques éléments tirés du dossier, laissant apparaître une incapacité à discerner et à valoriser l'essentiel. Lorsqu'elle s'avère impropre à valoriser les informations utiles, lorsqu'elle ne constitue qu'une juxtaposition de résumés des documents du dossier, lorsqu'elle est fondée sur des informations qui ne figurent pas dans le dossier, et lorsqu'elle est rédigée dans un style particulièrement incorrect ou à partir de passages entièrement recopiés. Donc ça, c'est tout ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez réussir votre concours. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'avais stabiloté en vert et la stabiloté en orange, code couleur. Donc en fait, ce qui est important de retenir pour la constitution de votre note, c'est que votre note, c'est une aide à la décision. Elle reprend les informations essentielles basées sur les documents. Même s'il ne faut pas recopier les informations, il faut qu'il y ait une reformulation. C'est pour ça que là, ils disent qu'elle ne doit pas être rédigée dans un style incorrect ou à partir de passages entièrement recopiés. C'est parce que il faut pas paraphraser, en fait. Il faut reformuler les informations. Voilà, donc pour finir, si vous parvenez à analyser la commande, à survoler le dossier, à prendre des notes, si vous arrivez à monter votre note avec la présentation d'une note de service, à la rédiger en reformulant les informations que vous aurez recueillies et en relisant votre note, en faisant bien attention à la présentation, à l'orthographe, la syntaxe, les oublis de mots, il y a de fortes chances que vous réussissiez votre concours. La chose à laquelle je vous mettrai en garde, c'est de bien faire attention aussi à l'actualité, à ce qui se passe, parce qu'il y a des sujets d'actualité qui peuvent être repris lors des sujets d'examen. Pas uniquement au niveau de la note, au niveau de la note. Là, je vous ai vraiment donné la méthodologie au niveau de la note de service. Parce que je sais que c'est un élément qui peut faire peur aux candidats. Parce que certains candidats, n'ont peut-être jamais fait de note de service ou peut-être qu'ils ont fait une note de service, mais il y a longtemps, ils ont besoin d'un petit rafraîchissement à ce niveau-là. Mais ce n'est pas uniquement ce qui compose le concours. Donc là, hop, on va revoir un petit peu au niveau des tables des matières. Parce qu'il y a, au niveau de l'écrit, il y a la note de service, mais il y a également un questionnaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut vous renseigner au niveau des collectivités, savoir faire la différence entre municipalité, département, région, tout ça.
parce que vous allez avoir même si c'est 3 à 5 questions, bah, c'est 3 à 5 questions qui peuvent être rédhibitoires si vous faites un hors-sujet. Les informations. Et ensuite, il y a aussi l'épreuve d'entretien avec le jury. Si jamais vous réussissez votre épreuve écrite, ce que je vous souhaite absolument, bien après, on peut vous poser des questions à l'oral. Et mieux vous êtes préparé à l'oral, mieux c'est. Et là, ce livre-là, il peut aussi vous aider pour l'oral d'écrit. Là, il vous explique la composition du jury, ses attentes, la grille d'évaluation. Donc c'est le page 317. Donc là, oui, le jury, la composition, les attentes du jury, la grille d'évaluation. Donc, par exemple, là, les compétences et savoirs à évaluer, exposé du candidat sur son expérience professionnelle, pardon, qui dure 5 minutes, ça représente 3 points. Connaissances et savoirs professionnels, donc connaissances professionnelles ou techniques, donc au niveau technique, actualité professionnelle, donc c'est pour ça que je vous dis faire attention à l'actualité. Réflexion sur les évolutions de la profession, ça prend à peu près 10 minutes au niveau de l'évaluation, ça représente 10 points. La culture territoriale, connaissance de l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements du statut, et de leur statut. Actualité territoriale, 3 à 5 minutes, 4 points. Vous voyez, c'est bon, on n'est pas à 0,5 points, on n'est pas à 1 point, c'est quand même pas mal. La motivation du candidat. Alors, ça, je vous en parle maintenant aussi parce que ça peut être intéressant de le travailler. La motivation du candidat. Donc ça, c'est tout au long de l'entretien qu'ils vont l'évaluer. C'est sur 3 points. Ce serait bien de travailler sur quels sont vos intérêts pour les missions du poste que vous visez. Quel est votre projet professionnel? Il faut que ce soit convaincant. Si, par exemple, vous voulez être assistant administratif, mais que l'administration, vous n'en avez rien à faire, ça va se ressentir, vous n'aurez pas les points. Là, je vois aussi, il y a des conseils de préparation aux recommandations préalables, se donner du temps. Ce sont des conseils de préparation pour l'examen devant le jury, en fait. Donc, je voulais vous dire, si vraiment vous avez un concours qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument réussir, je vous conseille vivement d'acheter ce genre d'annales. Objectif fonction publique. Ah oui, il y a ça aussi. Dans la première partie, vous avez une partie quiz pour tester vos connaissances. Comme ça, vous remplissez ça et vous pouvez savoir à peu près, donc là il y a le corrigé, vous pouvez savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Donc s'il y a des choses que, par exemple, vous connaissez la définition de la décentralisation, si vous avez eu bon, bah c'est tout, vous n'avez pas besoin de revoir là. Si par exemple les compétences de la commune vous avez eu faux, bah il serait intéressant de revoir un peu les compétences de la commune. EPCI signifie établissement public de coopération intercommunale, établissement public de coopération industrielle ou interministériel. Bon bah là c'est évidemment la première, établissement public de coopération intercommunale. Ouais, c'est intéressant de faire ce genre de quiz, comme ça vous pouvez évaluer votre niveau. Et si jamais vous n'avez pas su répondre à toutes les questions, c'est pas grave. Le but de ce quiz, ce n'est pas de savoir si vous êtes le plus fort ou pas, c'est de savoir quelles sont les choses que vous devez revoir. Et aussi, ça peut également vous donner un petit aperçu de ce qu'on pourrait vous poser comme question. Un livre à acheter, c'est bien ce genre d'annales-là pour pouvoir préparer votre concours. Même si vous faites si vous faites une formation de préparation concours, c'est toujours utile d'avoir ce genre de livre pour pouvoir s'entraîner aussi à la maison. Ce serait vraiment dommage de se priver d'un tel guide
Je sais que ça peut représenter un coût, mais il y a, sur Amazon, il y a moyen de les commander. Sur la Fnac, il y a moyen de les commander. Et vous n'êtes pas obligé de les commander en neuf. Il y a également le marché de l'occasion. Vous pouvez peut-être les trouver sur, soit sur Le Bon Coin, vous pouvez peut-être les trouver sur Vinted. Mais une plateforme, enfin une boutique en tout cas que j'apprécie beaucoup et que peut-être vous allez pouvoir trouver dessus aussi des livres de ce genre, c'est Momox. À chaque fois que j'ai commandé des livres d'occasion sur Momox, je n'ai jamais été déçu de la qualité du livre. Euh, je n'ai, regardez, là, c'est un livre d'occasion, on pourrait croire qu'il est neuf. Là, là, il y a juste un petit, là, on voit qu'il a été un petit peu abîmé, mais sinon, le reste, il est vraiment nickel. Donc, n'hésitez pas à acheter des livres d'occasion si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la préparation de votre concours. Je vous souhaite également une bonne réussite. En revanche, par rapport à mon projet professionnel, je pensais réellement passer ce genre de concours. Seulement, cette année, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas. Il y a eu une session cette année, donc pas cette année, mais l'année dernière. Et comme il se fait une fois tous les 2 ans, je pourrais pas le passer cette année. Mais j'ai un autre projet professionnel qui me tient également à cœur. Néanmoins, je vous mettrai en description le. Ah oui, mais moi c'est le CDG 59. Le site du CDG 59 parce que moi c'est dans le Nord. Mais en fait, pour connaître le calendrier des concours, vous devez aller sur le site de votre département. Le CDG, c'est le département. Et ou alors vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez calendrier des concours avec votre région. Pas votre région, votre département, je me trompe. Comme moi, c'est le CDG 59, moi c'est le calendrier du concours Nord. C'est intéressant de savoir si vous pouvez prétendre au pas prétendre, si prétendre vous pouvez prétendre au concours, ça c'est pas un problème. Si vous ne faites pas partie de la fonction publique, vous devez prétendre au concours externe. Si vous faites déjà partie de la fonction publique, vous pouvez prétendre au concours interne. Et si vous faites partie aussi de la fonction publique, vous pouvez également prétendre aux examens professionnels. Et ça, c'est pareil, c'est expliqué dans le livre, hein. Donc si je vous achetez les annales concours, vous avez toutes les explications aux conditions d'inscription pour les concours. Du coup, je disais donc, oui, donc comme cette année je pourrais pas prétendre au concours étant donné qu'ils ne le font pas, j'ai un autre projet professionnel qui me tente beaucoup plus que de passer le concours des bibliothèques. Pas que je n'aime pas les bibliothèques, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Mais disons que l'autre projet professionnel, il s'aligne plus à mes désirs professionnels. Voilà. Donc je pensais vous faire une série par rapport à mon évolution au concours, aux préparations au concours, mais c'est quelque chose qui ne se fera pas finalement, puisque je préfère faire tout mon possible pour réussir mon projet professionnel personnel. Oui, à la fois professionnel et personnel, étant donné que c'est quelque chose que ça fait des années que que c'est en moi. Et, et je ne faisais pas parce que je pensais que c'était pas assez sérieux. Mais plus je travaille dessus et plus je me dis que la faisabilité du projet est sérieuse. Donc j'espère que cette méthodologie vous servira.
Si elle me sert pas, bah, j'espère qu'elle vous donnera un aperçu de ce qui vous attend au concours. Et je vous souhaite de réussir tout simplement. À bientôt.